On va revenir à quelque chose de plus basique, je suis désolé. Mais on est au cabinet, je me suis mis à la place d'un omnipraticien qui, lundi matin, là, il va recevoir un patient qui a eu un traumatisme maxillaire. Alors, donc, qu'est-ce que je vous rappelais simplement de manière très rapide les fractures, vous les connaissez tous. Les fractures de la mandibule, donc, elles sont classées. Vous avez la fracture symphysaire, parasymphysaire. Vous avez la fracture au niveau de la branche horizontale de l'angle après la coronoïde, la condylienne basse, haute, et puis la branche montante. Tout simplement pour vous resituer ça, pour revoir après les différents cas. Au maxillaire, c'est le fort qui a déterminé les fractures, avec la fracture la plus courante qui est la fracture de l'euphorin, qui en fin de compte est une séparation du plateau palatin du reste de l'étage moyen. Donc c'est la fracture qui va faire qu'au-dessus des apex dentaires et dans la partie du tiers inférieur du processus ptérygoïde, vous allez avoir une mobilité de votre maxillaire. C'est la fracture que vous verrez le plus souvent quand il s'agit de fracture du maxillaire supérieur. Le Lefort 2 est une fracture un petit peu plus haute puisqu'elle va prendre le tiers supérieur du processus ptérygoïde et remonter jusqu'au niveau de l'os malaire et puis arriver au niveau du plancher de l'orbite pour arriver au-dessus de la suture frontale et puis les os nasaux. Et enfin le Lefort 3 qui est une disjonction vraiment crânio-facial, c'est-à-dire que tout l'étage moyen est différencié oui, du reste de la base du crâne. Ces fractures-là, vous ne les verrez pas en cabinet d'omnipratique. Donc voilà, on a planté un petit peu le décor. Et donc, quel est le rôle de l'omnipraticien à la fin du diagnostic? Alors, quels sont les gens que vous allez voir? En fin de compte, les gens que vous verrez, ce sont des gens qui vont venir dans votre cabinet dentaire à J2 ou à J8. Essentiellement, ils vont venir parce qu'ils ont une malocclusion ou ils ont une douleur à la mastication. Voilà, c'est les patients qui vont venir. Ce seront des hommes dans 80% des cas et vous les verrez le lundi ou le mardi parce que le week-end était difficile et souvent il se termine en sortie de bar ou de boîte de nuit par des propos qui sont souvent mal compris. Vous verrez forcément toujours les victimes. Vous ne voyez jamais les agresseurs. Donc voilà, il arrive et il a du mal à fermer la bouche, a du mal à manger et donc il se présente à votre consultation en pensant que c'est un problème purement dentaire. Voilà pourquoi il va venir vous consulter. Donc, que ce patient-là arrive pour ce problème de malocclusion, ce problème de douleur, il faut forcément faire un interrogatoire qui va être sérieux. Il faut lui demander les circonstances de survenue. Alors, mis à part qu'il était à un bar, il faisait rien et puis on l'a agressé, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir si ce patient-là a une perte de connaissance. Parce que s'il a une perte de connaissance, il faut forcément qu'il ait un examen médical complet. Il peut avoir un hématome qui se constitue, qui peut donner des problèmes à 2 ou 3 jours. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le délai qui s'est passé entre le moment de la fracture, le moment du choc, et le moment où il vient chez vous. Plus le délai sera long, moins vous aurez de chance, on aura de chance de consolider, d'avoir un rétablissement qui est correct. Donc ça, c'est important à savoir pour la suite, pour le chirurgien qui va s'occuper du patient. Bien sûr, les antécédents médicaux et chirurgicaux sont importants à signaler, d'autant plus que si c'est votre patient, puisque s'il vient dans votre cabinet, c'est souvent votre patient, eh bien vous saurez si c'est un diabétique, etc. Et donc ça, ce sera des informations importantes à transmettre au chirurgien qui va s'en occuper. Donc voilà, lundi matin, il est arrivé, il a un petit peu de mal à fermer la bouche ou à mordre, et donc il a eu un petit choc pendant le week-end. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Voilà. L'examen clinique, il doit être systématique, quelle que soit la gravité que vous pensez comme ça, à la première vue, quand vous voyez votre patient. Il faut avoir un examen systématique qui va être bilatéral. L'examen, il va être visuel, il va être à la palpation. La palpation, c'est important parce que c'est là que vous allez déterminer où est la fracture et puis s'il y a un déplacement, s'il n'y a pas de déplacement, etc. Qu'est-ce que vous allez rechercher dans votre examen? Vous allez rechercher s'il y a une tuméfaction importante, s'il y a un hématome qui est visible, qui déjà J2 ou J4 sera visible,
des plaies éventuellement qui n'auraient pas été suturées, et s'il y a des troubles sensitifs dans le territoire du 5-2 ou du 5-3, c'est essentiellement ça. Et puis, si le patient a du mal à retrouver son occlusion. Donc ça, c'est un examen qui doit être systématique, qui doit être bilatéral, et il doit être à la fois visuel et à la fois faire une palpation. Donc voilà des cas cliniques pour illustrer notre propos. Une patiente qui a eu un choc, elle est passée aux urgences, et puis souvent aux urgences, le week-end, il y a beaucoup de travail, encore plus que d'habitude. Elle avait une plaie au niveau du menton qui a été suturée, tout allait bien, pas de perte de connaissance, rentrez chez vous, madame. Voilà. Ça se passe de plus en plus comme ça, puisque souvent l'accès au plateau de radiologie le week-end n'est pas forcément facile. On ne va pas faire un scanner comme ça d'emblée, donc on renvoie les gens, vous verrez votre dentiste. Donc quand on l'examine, vous voyez que cette patiente-là, on est déjà à 3-4 jours après le choc, donc vous voyez qu'elle a des hématomes palpébraux, la plaie on l'a vu, donc vous allez palper votre patiente, vous commencerez toujours votre examen de manière bilatérale, vous commencez à la partie supérieure de l'arcade orbitaire, vous faites le tour de l'arcade orbitaire, vous palpez les os nasaux, puis ensuite vous continuez à l'extérieur, donc toujours droite-gauche en même temps, faut vraiment bien palper les gens au niveau de l'arcade zygomatique, puis vous descendez au niveau du bord postérieur de la mandibule, l'angle, le bord basilaire et le menton. Ça, c'est la palpation exobuccale. Ensuite, vous faites ouvrir la bouche de votre patient pour déterminer déjà s'il peut ouvrir la bouche, s'il y a des déviations ou pas, et puis vous palpez les vestibules au maxillaire et à la mandibule. Là, vous avez déjà un examen qui est complet, et là, si vous avez une fracture, vous allez déterminer s'il y a un endroit qui est douloureux. C'est très facile à faire, les patients se font assez facilement examiner, sauf quand il y a vraiment un gros dégât, mais vous allez bien déterminer en palpant où est le point douloureux. Ça va vous permettre de étiqueter déjà votre fracture et d'aller sur votre examen radiologique, on verra après, avec déjà une idée de ce que vous allez faire. Donc voilà un autre cas. Donc ce patient-là a eu un traumatisme un petit peu plus important, c'est un sorti de boîte de nuit. Voilà, il était au sol, il a été piétiné, et donc là vous le voyez quelques jours après, il a un hématome plus important de ce côté-là. La palpation est pas trop facile parce que c'est un patient qui a des bonnes joues quand même. Donc vous avez un œdème qui est un petit peu diffus du fait du faciès du patient. Et puis quand vous allez lui demander d'ouvrir la bouche, vous voyez qu'il y a un trouble de l'occlusion qui a priori l'hématome que l'on voyait du côté droit, on va le retrouver dans le fond du vestibule. Et si vous mettez vos doigts en crochet en prenant la mandibule, le maxillaire, vous allez faire bouger un peu votre maxillaire. Donc là, vous avez fait un diagnostic de l'œuf forain, même sans avoir de radiologie. Donc, une autre patiente, c'est pas une sortie de boîte, elle est un petit peu plus âgée, trop âgée pour ça. Elle est tombée en se levant la nuit pour aller aux toilettes. Elle a glissé, elle est tombée et elle vient vous voir le lendemain, etc. Elle a donc un hématome de l'étage inférieur qui est donc constitué. On est à 24 ou 48 heures. Quand vous lui faites ouvrir la bouche, vous voyez qu'elle a une ouverture buccale qui est pas trop mal pour le choc qu'elle a eu. Elle est assez peu douloureuse, même voire pas douloureuse. Et puis, quand vous lui faites refermer la bouche, vous voyez qu'elle a un petit décalage, mais pas très important. Donc là, c'est important de voir s'il y a un trouble sensitif au niveau du 5-3 de ce côté-là, du côté du traumatisme. Vous voyez que de l'autre côté, a priori, tout est normal. Donc on peut penser que le traumatisme, s'il en est, la fracture n'est pas très importante. Effectivement, si vous faites une radio panoramique, vous voyez donc du côté droit, tout est normal, du côté gauche, pardon. Du côté droit, vous voyez que le bord inférieur, quand on suit la ligne ici, on voit un petit décalage ici. Voilà, mais elle a une occlusion qui est à peu près correcte, donc on peut se dire que c'est pas trop grave. Et si on va plus loin, en fin de compte, c'est beaucoup plus grave qu'on pensait, puisque sur le scanner 3D, vous voyez la fracture avec déplacement et la bascule vers le haut de la partie postérieure de la mandibule, ce qui explique qu'elle a une occlusion qui est un peu perturbée. Okay. Donc, voilà cette dame.
Voilà un autre garçon, là c'est une discussion entre garçons adolescents, et un coup de poing part, et puis 2 jours après, il a un petit peu de mal à ouvrir la bouche, donc il va consulter son dentiste parce qu'il ne retrouve plus son occlusion. Vous voyez que là, vous n'avez aucun hématome, contrairement à la dame de tout à l'heure. Et quand on regarde son occlusion, on voit qu'il y a un petit diastème qui s'est fait ici entre la canine et l'incisive latérale, hein, avec une petite douleur. Et quand on lui ouvre la bouche, il a une ouverture buccale qui est un peu limitée. Il ne retrouve pas exactement son occlusion, mais vous voyez qu'il n'y a aucun hématome dans chez ce garçon-là. Si vous faites une radio panoramique, eh bien vous voyez en fin de compte qu'on va avoir la fracture qu'on décèle ici avec l'espace qu'il y a entre la canine et la latérale, une fracture qui atteint presque le bord basilaire. Et puis le trouble de l'occlusion, il est aussi lié à une deuxième fracture que les initiés verront ici, qui se situe à la partie basse du condyle. Donc c'est un patient pour simplement un coup de poing, a une fracture avec déplacement et une fracture qui est bifocale. Et vous voyez qu'il n'y a aucun trouble de la sensibilité dans son territoire du 5-3. Il n'a aucun hématome. Et pourtant, il a une double fracture. Ce patient-là est tombé, il vient comme ça en disant qu'il n'arrive plus à fermer la bouche. Et quand on regarde bien, eh bien, en fin de compte, il n'a pas du tout de fracture. Donc il faut faire attention, il n'y a pas toujours des fractures, mais il a ses condyles qui sont en dehors de la cavité glénoïde. Il est en fin de compte luxé. Et quand on le remet en place, on va retrouver une occlusion normale. Donc il n'y a pas que des fractures qui font que les patients ont des problèmes d'occlusion quand ils ont un traumatisme. Voilà un petit peu le décor planté du patient qui va vous consulter lundi matin. Donc les conclusions pratiques, c'est qu'il ne faut pas vous laisser impressionner par l'aspect exobuccal du patient, hein, que ce soit en termes d'œdème, en termes d'hématome, qu'il n'y a pas toujours de corrélation entre l'aspect exobuccal et la gravité de la fracture, et que si vous voulez être complet, il faut toujours faire un interrogatoire sérieux et un examen systématique. D'accord ? Il ne faut pas se dire il n'a pas grand-chose, il n'a pas d'hématome, donc il n'a pas grand-chose. Il faut vraiment faire un examen complet. Voilà les conclusions pratiques que vous devez avoir dans votre cabinet quand vous voyez arriver ces patients-là les débuts de semaine. Alors, la radio, l'imagerie, qu'est-ce qu'on peut penser donc de l'imagerie ? Si vous avez un appareil de radio panoramique, il faut systématiquement faire une radio panoramique. C'est une bonne radio de débrouillage, on va voir tout à l'heure, mais pas que. Si vous avez un cône beam grand champ, faites un cône beam grand champ. Si vous avez un cône beam qui n'est pas un cône beam grand champ, ne faites pas, ça ne sert à rien. On verra ça tout à l'heure. Les rétroalvéolaires, est-ce qu'on peut les faire ? Oui, on peut les faire. Il faut les faire, mais si c'est possible, ce qui n'est pas toujours évident chez ces patients-là qui ont un traumatisme, qui ont une ouverture buccale qui n'est pas forcément très importante, mais si vous pouvez le faire, eh bien il faut le faire et on va voir pourquoi. Donc, la rétroalvéolaire, elle va vous permettre d'évaluer donc les dents dans le foyer de fracture, et ça va vous permettre de voir si les dents sont conservables ou pas conservables. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est intéressant parce que souvent sur la radio panoramique dentaire, vous n'avez pas la finesse qui va déterminer si la dent est conservable ou non. Et la panoramique dentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une radio donc de débrouillage qui va évaluer un petit peu l'état de la denture et puis qui va vous permettre de repérer des traits de facture, mais ce n'est pas forcément évident. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la radio panoramique dentaire est suffisante dans ces cas de traumatisme, puisque vous la faites ? Eh bien, on va voir quelques cas pour un petit peu illustrer tout ça. Voilà le cas de ce patient-là qui a pris un choc au niveau du maxillaire. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit dans cette radio panoramique ? On voit qu'en termes d'occlusion, on se retrouve avec un décalage ici. Que la mandibule, a priori, il n'y a pas grand-chose, ou il n'y a rien du tout. Et puis, on voit assez peu de choses quand même. Hein. Quand on regarde là, c'est un peu juste. Alors, si on va plus loin et qu'on fait un examen, pardon, je suis peut-être trop vite, un examen scanographique. Eh bien, vous voyez que là, on voit que la fracture est plus importante que l'on pensait, puisque sur les coupes horizontales, on a
un hémosinus de ce côté-là. On a un enfoncement de la paroi antérieure du sinus maxillaire. On a ici une fracture au niveau de l'arcade zygomatique, donc qu'on ne voyait pas sur la radio panoramique. Sur les coupes frontales, eh bien, on va retrouver cette même hémosinus et j'ai du mal, je suis là. On va trouver qu'on a une fracture ici au niveau du plancher de l'orbite. Et sur la radio, la reconstruction 3D, eh bien, on retrouve la marge d'escalier qu'on avait au niveau de l'occlusion. On s'explique pourquoi est-ce qu'on a cette marge d'escalier, parce que là, on a une fracture ici avec un enfoncement de la paroi antérieure du sinus et avec une bascule de ce bloc-là qui est libéré. Et puis, on voit qu'on a une fracture ici au niveau du plancher de l'orbite et la fracture au niveau de l'arcade zygomatique. Donc, on a une bascule de notre os malaire et une fracture à la fois alvéolaire, enfin au-dessus des alvéoles qui explique la bascule du maxillaire. Donc tout ça, la panoramique dentaire, on ne le voyait absolument pas, ce qui explique que dans ce cas-là, la panoramique dentaire n'est pas suffisante. Autre cas d'un patient plus jeune, là sur le traumatisme également au maxillaire, on retrouve un décalage occlusal, mais on ne voit pas grand-chose en termes de fracture, on ne voit pas de trait, on ne voit rien du tout. Mais comme vous l'avez bien examiné sur le plan clinique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez qu'on a un décalage entre l'hémimaxillaire droit et l'hémimaxillaire gauche. Alors, est-ce que c'est une impaction du côté gauche ou une descente du côté droit? Ça, c'est un petit peu difficile à faire. À savoir, si c'est un de vos patients, vous connaissez son occlusion, donc vous pouvez tout à fait faire le diagnostic. Si c'est un patient qui vient comme ça en urgence, que vous n'avez jamais vu, c'est un petit peu difficile. Donc, vous allez aller plus loin. Et aller plus loin, c'est faire un scanner. Et là, le scanner va vous montrer qu'en fin de compte, la fracture se situait du côté droit. Vous avez ici une disjonction médiane et une bascule interne et vers le bas de l'hémimaxillaire droit. Sur la reconstruction en 3D, c'est un peu comme tout à l'heure. On voit le trait de fracture qui est ici, qui passe entre les incisives, qui va au-dessus, avec toujours un enfoncement. La paroi antérieure du maxillaire, c'est un os papyracé qui est vraiment qui absorbe les chocs, donc il se casse très facilement. Mais là, vous n'avez pas de lésion du plancher de l'orbite. Donc c'est vraiment une fracture d'un hémilefort vertical, on va dire. Autre cas un petit peu différent que tout à l'heure. Là, vous avez, c'est du côté droit. Vous voyez, l'état dentaire, c'est souvent des patients, enfin, quand on prend des coups sur la figure, c'est pas n'importe qui, donc souvent des patients un petit peu turbulents, qui sont pas forcément des habitués du cabinet dentaire, et on se retrouve dans ces cas-là où on a des bouts de racines, etc. Et ce qui nous intéresse ici, dans le cas de la fracture, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette dent-là. Et quand on regarde cliniquement, voilà, le patient se présente comme ça. Là, c'est facile à faire, c'est vraiment la fracture à ce niveau-là, avec une descente du bloc, et la latérale qui est dans le trait de fracture ici. Le scanner confirme notre intuition clinique, c'est-à-dire qu'on a eu une fracture ici avec une bascule interne. C'est toujours une bascule interne, puisque là, vous n'avez pas de gêne musculaire, donc vous n'avez aucun muscle qui retient, et le coup est direct, et ça casse en fonction de l'impact du coup. Avec un laitage un peu plus haut, un hémosinus, mais ça reste localisé, les ptérygoïdes n'ont rien du tout. Et la reconstruction 3D, comme tout à l'heure, va nous montrer la fracture ici avec le décalage et la latérale qui est ici dans le trait de fracture. Sur une vue clinique, une fois qu'on a repositionné le maxillaire, on confirme bien l'enfoncement ici, la paroi antérieure du sinus maxillaire. Donc, voilà les cas au maxillaire. Donc, vous retiendrez que sans scanner, il est difficile de faire un diagnostic précis, et que la panoramique dentaire, dans ce cas-là, n'est pas très contributive. Par contre, à la mandibule, c'est quand même plus favorable. Voilà le cas de ce jeune patient. Je crois que c'est un accident de sport. Et vous avez un trait de fracture qui se situe au niveau de la dent de sagesse. Quand on va faire un scanner, le scanner va nous montrer le même trait de fracture. Vous voyez, c'est pas plus contributif que ça. On n'a toujours pas de décalage.
Et quand on regarde... Pardon, j'ai dû aller trop vite. Ouais, c'est ça. Voilà. Autre cas ici d'un patient qui a une fracture au niveau de l'angle mandibulaire gauche avec une dent qui est incluse. On voit le décalage ici qui se produit là, du fait du choc. Le reste de la mandibule est correct. Le scanner va nous confirmer le trait de fracture avec le déplacement ici. L'intérêt du scanner 3D et de la reconstruction, qu'on va pouvoir tourner la mandibule en tous les sens, est bien confirmer qu'on a un décalage ici qui est peu important. Le traitement consistera à positionner une plaque d'ostéosynthèse, faire un blocage pour retrouver une occlusion et on gardera la dent de sagesse. Vous voyez, on a une réduction du déplacement. Autre cas intéressant, c'est celui d'un patient qui a une fracture du condyle. On voit sur la panoramique dentaire qu'on a une fracture du condyle avec un déplacement, une bascule antérieure, mais on est incapable ici de dire où est le condyle. Est-ce qu'il est à l'extérieur? Est-ce qu'il est à l'intérieur? Et ça, c'est avec le scanner, la reconstruction 3D, qu'on va voir que le condyle il est fracturé et il a basculé à l'intérieur. Sur cette coupe-là, sur le même patient, quand on fait tourner la 3D, on voit bien que le condyle est à l'intérieur, donc tiré par les muscles pterygoïdiens. Mais il peut très bien être à l'extérieur aussi, c'est totalement différent en termes de traitement. Donc les conclusions pratiques de ces imageries, c'est que l'imagerie panoramique dentaire ne peut explorer à elle seule toutes les fractures, qu'il faut systématiquement soit faire un cone beam grand champ, c'est pour ça qu'il faut vraiment le grand champ pour avoir la totalité de l'étage moyen. Si c'est un petit champ, vous n'aurez jamais tout ça, donc c'est peu contributif. Vous pouvez laisser passer des fractures que vous ne voyez pas, il faut mieux pas le faire, ou alors un scanner 3D à ce moment-là. Donc la radiographie rétroalvéolaire, elle est contributive parce qu'elle va vous permettre de déterminer si vous gardez ou pas les dents qui sont dans le trait de fracture, et puis s'il y a des dents à extraire tout de suite avant de faire l'ostéosynthèse. Donc le rôle d'un omnipraticien, dans ce cas-là, vous allez adresser, puisque je pense que vous ne ferez pas les traitements des fractures, vous allez adresser à votre chirurgien oral les fractures pour qu'il les prenne en charge, avec le résumé des examens que vous avez faits, les antécédents du patient, ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps, et puis surtout, si c'est de votre patient, quel est le type d'occlusion qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas un peu difficiles, notamment les patients qui ont des béances, ou les patients qui sont en classe 2. Quand vous avez une fracture bifocale avec des déplacements importants, eh bien, vous pouvez les mettre en classe 1 ou en classe 3. Voilà. Donc, si des fois on est un petit peu embêté, est-ce qu'un patient qui a une béance, on réduit, on a les fragments osseux qui sont bien en face, et on a toujours une béance. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a vraiment une béance avant? Donc, si on sait l'occlusion du patient, c'est quand même plus rassurant, ça permet d'éviter des bêtises, de se poser trop de questions. Et puis, si c'est une fracture ouverte, faut le mettre sous antibiotique. Vous pouvez tout de suite le mettre sous antibiotique si ça n'a pas été fait, et antalgique. Et puis, si c'est un patient qui a un inconfort, parce que le patient que vous voyez, qui a eu le choc le samedi ou le vendredi, il a souvent la bouche entrouverte, il demande à avoir un confort, eh bien, vous pouvez faire une fronde. Alors, une fronde, c'est très simple. Ça se présente comme ça. Vous prenez soit un jersey si vous avez, ou si vous n'avez pas de jersey, vous n'en mettez pas, et vous prenez de l'élastoplaste, donc c'est un collant, et vous allez demander au patient de fermer la bouche et vous lui passez ça sous le menton, comme ça, vous faites le tour de la tête, ça va soulager le patient, il aura plus la bouche demi-ouverte et l'écoulement salivaire. Donc c'est un confort en attendant qu'il soit pris en charge par un chirurgien pour lui traiter sa fracture. Donc le chirurgien oral, dans ce cadre-là, je vais vous dire simplement de manière assez rapide les différentes techniques que l'on a, puisque ce n'est pas le but. Donc là, on reçoit le patient, on va lui faire un scanner maxillofacial avec une reconstruction 3D s'il n'a pas été fait. S'il a un cone beam grand champ, il n'y a pas de problème, on a déjà gagné du temps. Et puis on a 3 types de traitements que l'on peut faire, le traitement fonctionnel, le traitement orthopédique ou le traitement chirurgical. Donc on va les aborder assez rapidement, puisque juste pour vous tracer ce que l'on fait. Le traitement fonctionnel, ça s'adresse à des patients qui sont compliants. Donc
c'est pas souvent les patients sortis de boîte, hein, c'est plutôt les gens qui ont un accident de travail ou un accident domestique ou un accident de sport. Donc ils sont compliants, ils vont comprendre ce qu'on va leur dire et ils vont appliquer. Donc ce sont les patients, ce sont des fractures qui sont relativement minimes, qui sont unifocales, donc un seul trait de fracture, qui ne sont pas de déplacement, où le patient, quand il ferme la bouche, il retrouve son occlusion. D'accord ? Donc on va lui dire, on ne va pas vous opérer, on va vous faire un traitement fonctionnel, c'est-à-dire pendant 15 jours, vous serez en alimentation liquide, strict, liquide, strict. Et puis au bout de 15 jours, on revoit le patient, on lui refait une radio, on voit si ça n'a pas bougé, si la fracture n'a pas bougé, il va pouvoir avoir une alimentation molle pendant 15 autres jours. Et au bout d'un mois, la fracture est consolidée. C'est peu douloureux, donc des antalgiques de niveau 1 suffisent. Voilà un cas classique d'une fracture qui est symphysaire, sans aucun déplacement, il n'a aucun trouble de l'articulé, il n'est pas douloureux. Donc ce patient-là, on va faire un traitement fonctionnel, on vérifie avec le scanner. On a une fracture qui est quand même complexe, qui atteint le bord basilaire, mais les dents ne sont pas atteintes, il n'y a rien dans le foyer de fracture et ça bouge absolument pas. Le traitement orthopédique. Le traitement orthopédique, eh bien, ça s'adresse à des fractures un peu plus importantes, soit unifocales ou bifocales, qui ont des déplacements minimes. Et ça s'adresse essentiellement aux patients dentés, pour lesquels on va pouvoir retrouver une occlusion correcte. Donc, comment est-ce qu'on va traiter ? Eh bien, la première étape, c'est qu'on va mettre des arcs au niveau de l'arcade supérieure et au niveau de l'arcade inférieure. Ces arcs sont maintenus par des ligatures autour des dents. Et puis, on va fermer la mandibule, enfin l'occlusion, avec des ligatures intermaxillaires que l'on va laisser pendant 5 semaines, le temps de la consolidation de la fracture. Donc, voilà la mise en place donc, des arcs. Vous voyez donc l'arc ici maxillaire, les ligatures que l'on met, c'est une technique que je fais où je mets d'abord toutes mes ligatures après l'arc et je mets toutes les ligatures après. Et puis, au maxillaire, on le fait à la mandibule et le patient se réveille en fixation intermaxillaire sur fil d'acier. Voilà. Donc, il faut des patients qui comprennent les choses aussi. Bon, certains huluberlus ne supportent pas et vont revenir vous voir, ils auront tout coupé. Ça arrive aussi. Mais la plupart du temps acceptent. Donc, ils vont être en alimentation liquide, liquide pendant 1 mois et demi, c'est-à-dire avec une perte de poids d'à peu près 5 à 6 kilos. Qu'ils reprendront assez rapidement. Donc, il faut les prévenir de ça. Il faut leur donner des compléments alimentaires de telle manière à ce que la perte de poids ne soit pas trop importante. Voilà un cas de fracture bifocale que l'on va voir au niveau de la canine ici, et puis une autre petite fracture ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trouble de l'occlusion. Le patient, on le traite, voilà, on reprend ça. Le scanner qui montre bien qu'on a une fracture au niveau de l'angle. Et puis, on met le patient en blocage, voilà, pendant 5 semaines. Le traitement chirurgical, ça s'adresse aux fractures qui sont uniques ou multiples avec un déplacement. Donc, c'est toutes celles qu'on n'a pas vues, fractures plus importantes. Le principe du traitement, c'est qu'on va faire, dans une première étape, on va retrouver une occlusion. Donc, on va remettre des arcs et faire une fixation intermaxillaire. On va réduire donc la fracture. Et puis, on va faire stabiliser la fracture avec des plaques d'ostéosynthèse et des vis. Des vis qui sont des vis monocorticales. Donc, c'est important à retenir ça, parce que ça a été décrit et c'est ce qu'on fait. Donc, voilà les vis monocorticales. Ce sont des vis de diamètre de 2 mm. Et voilà différentes plaques que l'on met en fonction des différents endroits où c'est fracturé, qu'on va donc préformer. Donc voilà un cas typique d'une fracture qui est bifocale, c'est-à-dire une fracture symphysaire et une fracture au niveau de la branche horizontale. Fracture avec déplacement, une fracture ouverte. Donc là, on ne peut pas la traiter uniquement en traitement orthopédique, encore moins en traitement fonctionnel. Quand on fait le scanner, le 3D, eh bien, vous voyez que on voit très bien ici le jeu des muscles qui vont déplacer la fracture, parce que dans un déplacement d'une fracture, vous avez l'impact, la force de l'impact et la direction
Ça, c'est important à savoir, ça va vous donner une idée du choc. Et puis, vous avez après le jeu musculaire. Ce sont les muscles qui vont faire que ça va se fracturer. Et on voit très bien ici, dans cette fracture symphysaire, on a ici les muscles mentonniers, myloïdiens, qui vont tirer la mandibule vers le bas, alors que les muscles élévateurs de chaque côté vont faire monter la mandibule. C'est ce qui va expliquer le déplacement. Donc, vous avez une fracture là, un trait là et un autre trait ici. Donc on le traite on remet le patient en fixation intermaxillaire, mais si on ne fait que ça, la partie inférieure, on aura toujours un décalage. On ne va jamais pouvoir remettre les deux morceaux d'os en face. C'est pour ça qu'il faut un traitement chirurgical. On va mettre des plaques d'ostéosynthèse. On fait l'incision différée en laissant l'émergence du mentonnier ici pour passer dessous et tunneliser. Voilà la radio post-opératoire. Vous voyez que la fracture est totalement réduite avec 2 plaques symphysaires et une plaque au niveau de la branche horizontale. On ne met pas de vis, bien sûr, dans les traits de fracture pour ne pas les déplacer. Donc, l'omnipraticien, il a un rôle important dans le suivi à court terme. Pendant la période de fixation intermaxillaire, il y a une chose importante à voir, c'est l'hygiène. L'hygiène doit être rigoureuse. D'autant plus qu'il ne va pouvoir se brosser qu'à l'extérieur, donc l'intérieur il ne brossera pas, mais c'est important de dire au patient qu'il faut se brosser les dents. Et vous verrez tout à l'heure le problème qu'on peut avoir. Après la dépose des arcs, eh bien, il faut systématiquement faire un détartrage et puis lui remettre le retour à l'hygiène doit être importante, même si la gencive est un petit peu enflammée, le patient doit toujours se brosser et ça c'est important. Et puis le suivi dentaire des dents fracturées. Alors, pendant le traumatisme, les dents qui ont été fracturées, est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va les garder? Donc, vous voyez, des fois, on les garde pour justement avoir une contention. Et puis, des fois, on est obligé de les extraire. Et puis, surveiller ces dents-là à moyen ou long terme. Il y a des dents qu'on va conserver, qui vont se nécroser avec le temps. Donc, c'est important que l'omnipraticien suive ces patients-là. Parce qu'on peut s'exposer à des complications que vous verrez tout à l'heure. Donc voilà un patient qui ne s'est pas brossé pendant la période de fixation intermaxillaire. Vous voyez, c'est le jour où c'est un patient qui avait une béance, je le signale. Le jour où on enlève les ligatures, on va enlever les arcs. Vous voyez un peu l'état donc de la gencive. On a perdu de la gencive. Il y a des papilles qui sont décapitées là du fait de l'absence de brossage. Donc c'est hyper important qu'il le fasse parce que quand c'est bien fait, eh bien, voilà un patient le jour de la dépose des arcs. Vous voyez qu'il y a une petite gingivite, c'est quand même normal, mais on n'a rien perdu en termes de papilles. Et là, en 8 jours, tout est rentré dans l'ordre. Donc ça, c'est important vraiment de les suivre, ces patients-là, et de leur faire comprendre qu'il faut se brosser les dents, même la bouche fermée. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des dents dans le foyer de fracture? Eh bien, on va extraire les dents si, d'emblée, si ce sont des lésions qui ont des lésions parodontales terminales. Les dents qui ont des lésions apicales, on va les extraire aussi, parce qu'on ne voudrait pas que pendant la période de fixation, on ait un problème infectieux qui survienne. Les dents qui sont des inclusions, qui sont mobiles, on va les extraire aussi. Et puis les dents délabrées par le foyer de fracture, par la fracture, les dents fracturées, bien sûr, on les casse, on les enlève, celles qui ont été cassées. Les autres dents, on va les conserver. Voilà un cas justement où on a conservé les dents. C'est un cas que je vais vous montrer tout à l'heure. Fracture de l'angle avec déplacement. Cette dent-là qui était enclavée est conservée. Elle va le permettre de réduire notre fracture. Et puis, à distance, si elle pose problème, on pourra l'enlever quelques mois plus tard. D'accord ? Mais dans un premier temps, on va la garder. Ce patient-là qui, lui, a une fracture avec 2 traits avec un germe qui est mobile, eh bien, on va extraire ce germe pendant la chirurgie où on fait l'ostéosynthèse avec une plaque. Alors, le suivi à long terme, il est aussi important parce que vous voyez que sur le long terme, on peut avoir des soucis, notamment au point de vue stabilité de l'occlusion. Il faudra surveiller la survenue ou pas de problèmes de dysfonction temporomandibulaire, d'infections chroniques si on a mal géré les dents, et puis d'exposition de plaques d'ostéosynthèse qu'on peut avoir à moyen terme. Alors voilà une patiente, c'est la patiente que je vous ai montré tout à l'heure qui était tombée la nuit, une dame âgée, dont j'ai traité sa fracture chirurgicalement avec 2 plaques d'ostéosynthèse, et puis elle est revenue quelques mois plus tard parce que elle avait cette exposition de la plaque là, et si on palpe ici, on va avoir un petit peu de pus qui va sourdre là. Donc
dans ce cas-là, il faudra déposer la plaque. Alors, est-ce qu'on dépose les deux plaques? Non, on va déposer que la plaque qui est en cours, c'est-à-dire la plaque supérieure, la plaque qui est basse, qui demande un abord chirurgical plus nocif pour le patient. On la laisse en place et on va simplement déposer cette plaque-là. Ça se fait sous anesthésie locale, une petite incision, un tournevis. Si vous n'avez pas de tournevis, vous prenez simplement un décolleur et puis comme c'est des vis cruciformes, ça s'en va très très facilement. Donc ça se fait très facilement faisable par un omnipraticien et vous faites 2 points de suture et le tour est joué. Donc ça, ces plaques-là, il faut les déposer parce qu'elles posent problème. Voilà un patient que j'avais opéré d'une double fracture, donc parasymphysaire et de l'angle. Ça, c'est le jour, le contrôle post-opératoire. Et puis, il est venu me voir 5-6 ans après parce qu'il avait eu un stélite demi. Entre-temps, ces plaques-là avaient été déposées, des dents extraites. Et vous voyez que quand il revient quelques années après, il a perdu une vis. Et puis, il y a bien sûr, la réduction est faite et puis on a une cicatrisation osseuse. Mais on a ces plaques-là qui sont à jour. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'il était édenté partiel et son praticien lui a fait une prothèse adjointe partielle. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que la prothèse a appuyé et que la plaque s'est mise à jour. Donc, quand vous avez un cas comme ça, il faut systématiquement enlever les plaques d'ostéosynthèse sur les angles avant de faire la prothèse. Sinon, vous exposez à ça. Donc, c'est un petit peu embêtant. Bon, ça s'enlève très facilement sous anesthésie locale et il n'y a pas de souci. Mais il faut faire ça avant. Donc, c'est le suivi à long terme qu'il faut voir. Autre question qu'on peut se poser, c'est les patients pour lesquels il faut mettre des implants. Vous voyez ici, ce patient-là a eu ces 2 dents-là d'extraite pour des raisons endo- et parodontales. Ça, c'est la rétroalvéolaire 2-3 mois après extraction et on se retrouve avec les vis d'ostéosynthèse qui sont là. Donc là, la question, est-ce qu'on dépose les vis d'ostéosynthèse ou pas? Eh bien, la réponse est simple, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut systématiquement faire une radio 3D. Et quand on fait une radio 3D, on va se voir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vis que l'on met pour les fractures, ce sont des vis monocorticales, donc c'est-à-dire qu'ils vont à peu près 4 à 6 mm de long. Et vous voyez que les vis sont suffisamment hautes. Quand vous faites votre visualisation de vos implants, vous voyez que vous passez en dessous. Là, c'est des implants prévus de 10 mm. Eh bien, vous ne déposez pas vos plaques et vous mettez vos implants. Alors c'est sûr, quand on fait la radio rétroalvéolaire, on se dit il est passé entre les vis ou il est passé à travers, mais non, vous êtes passé juste devant et les implants sont mis sans problème. Donc on n'a pas toujours besoin de déposer les vis. Il faut faire un scanner, enfin un cone beam, et là vous prenez la décision ou pas. Autre problème que l'on peut avoir, ce sont les problèmes d'occlusion. Si vous voyez ce patient-là qui a une fracture du condyle qui a été maltraitée, ou pas traité. Quand vous regardez la médiane, on a un décalage. Donc, le patient a une ouverture buccale qui est normale en amplitude, mais qui est un peu déviée. Et ce que l'on voit, c'est que ce patient-là n'a pas bénéficié, non, c'était pas un condyle, excusez-moi, c'était une symphyse, n'a pas bénéficié d'une réduction correcte. On voit un décalage ici. Il y a une consolidation qui s'est faite quand même, mais on a un trouble de l'occlusion. Donc c'est important que la prise en charge chirurgicale soit bonne pour éviter tous ces problèmes-là. Un cas similaire, mais encore plus grave, c'est que là, on a à la fois, c'est un patient qui avait été traité en mettant des vis transitoires, c'est-à-dire ce sont 4 vis que l'on met 2 en haut maxillaire de la mandibule et des fils d'acier. Et voilà, on laisse consolider comme ça. Certains font ça. Moi, je le fais pas pour la raison suivante, c'est que, vous voyez, la consolidation que l'on n'a pas, et puis une dent qui est dans le trait de fracture qui n'a pas été surveillée, et le patient en est plusieurs mois après, le patient vient avec une suppuration constante ici, et puis une mobilité de ces fragments. Donc, c'est important que les choses soient bien vues, que le chirurgien connaisse les choses aussi, pour qu'on évite tous ces problèmes-là à moyen et à long terme. Alors, vous me direz, pour les fractures du condyle, comment ça fonctionne? Voilà un patient que j'ai traité, qui avait une fracture du condyle avec bascule interne. Il est traité en fixation intermaxillaire 15 jours, puis après sur élastique, et il a une occlusion qui est correcte. Quand on fait un scanner, c'est un cone beam, on se dit le condyle, il est là, il doit mal fonctionner. Mais en fin de compte, ça fonctionne très bien. Le patient n'a aucune séquelle du fait qu'il a été traité avec une occlusion stable.
Donc il a une ouverture buccale normale. Il peut avoir un petit craquement articulaire, et encore il est inconstant, mais à partir du moment où il a été traité comme il faut avec une bonne occlusion, il n'aura aucun problème, même si la radio, pour les non-initiés, on peut être un petit peu étonné. Mais ça fonctionne très très bien. Quand on voit cette patiente-là, qui elle n'a pas eu de traitement fonctionnel comme ça, c'est une patiente qui se retrouve en classe 2, avec une rétrognathie, du fait des séquelles de fracture bilatérale. Alors ça s'est consolidé quand même. C'est une patiente que j'ai vue qui est venue me voir pour autre chose, pour justement une chirurgie orthognathique pour ça. Et quand on regarde donc son condyle, vous voyez que on a un condyle qui s'est consolidé ici, avec une fracture qui devait être très certainement condylienne basse, sans régler l'occlusion. Ça se consolide, mais ça a engendré une rétrognathie de la mandibule. D'où les problèmes occlusaux qu'il peut avoir, les problèmes esthétiques, du fait de son sourire gingival qu'elle a maintenant, qu'elle n'avait pas avant, du fait de la classe 2. Autre problème que l'on peut avoir, ce sont les problèmes infectieux. Ça, c'est une patiente qu'on m'a adressée à peu près 1 an ou 2 ans après une fracture. Elle est venue avec une fistule ici, donc sous-mentale. Et quand on regarde cette patiente-là, elle a une occlusion qui semble correcte. Mais quand on va un petit peu plus loin dans l'examen, et quand on fait un scanner, eh ben on va voir que la suppuration qu'elle avait avec la fistule est due à une fracture qui n'est pas consolidée, avec une canine qui était dans le trait de fracture, qui s'est nécrosée et qui a engendré cette infection chronique. Alors, c'est assez difficile à traiter. Bien sûr, il faut extraire la dent, mais il faut aussi faire le nettoyage. Parce que quand on regarde les coupes axiales, on voit qu'on a un foyer d'ostéite ici au niveau du bord basilaire. Donc, sous anesthésie générale, il faut ouvrir, mettre un drain et puis attendre que ça cicatrise et mettre sous antibiotiques pendant un bon moment pour qu'on traite l'ostéomyélite qui est là. Vous voyez que laisser une dent affectée dans un trait de fracture, c'est pas aussi anodin que ça peut donner des problèmes sur le long terme. Tout ça pour dire que la collaboration entre l'omnipraticien et le chirurgien oral est importante, que toutes les informations que vous pouvez recueillir quand elles sont transmises au chirurgien oral sont des informations précieuses pour lui, que le suivi des patients qui sont traumatisés n'est pas anodin, qu'il faut être vigilant par rapport à tout ce qui est problèmes articulés et des problèmes dentaires. Merci de votre attention. Merci Guy pour ces rappels. Bon, ça fait pas partie peut-être du quotidien de l'omnipraticien, mais en tout cas, ça fait partie du quotidien du chirurgien oral qui travaille à l'hôpital ou en libéral. Et cette collaboration, effectivement, entre les deux est indispensable. En tout cas, ça fait partie de la capacité du chirurgien dentiste et on y tient. Je crois qu'il y a déjà une question dans la salle. C'est possible. Deux bonnes questions. Donc par rapport à la première question, ils aiment pas ça parce que c'est par rapport aux nausées du patient, voilà, et au fait qu'ils pensent qu'il peut avoir si le patient n'est pas vraiment à jeun, etc. Moi personnellement, j'ai jamais eu aucun problème avec des patients parce que les patients sont en principe strictement à jeun, même s'ils ne sont pas à jeun, c'est du liquide quand même. On sait que les patients, même bloqués, s'ils vomissent, ça arrive à passer. Donc j'ai jamais eu de patient débloqué avec du fil d'acier. Moi, je préfère des fils d'acier parce que on a affaire quand même à une population qui n'est pas forcément très compliante et que si on met des élastiques, 8 jours après, tous les élastiques sont partis. Donc c'est pour ça que je préfère les bloquer et être sûr que ça ne bouge pas. Mais, en fait, les élastiques peuvent servir dans les premiers jours quand il y a une fracture qui s'est installée et qu'on ne peut pas la réduire spontanément. Donc effectivement, on pose les arcs
et on met des élastiques, et au bout de quelques jours, effectivement, on immobilise. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, même certains qui ont été montrés maintenant, on peut poser des plaques, bon ça dépend des cas, mais poser des plaques uniquement et non pas avoir le blocage intermaxillaire plus les plaques d'ostéosynthèse. Mais en fait, ça dépend des cas. Et effectivement, la deuxième question, c'était le risque d'ankylose ou de limitation d'ouverture au bout de quelques jours dans les fractures condyliennes, parce que il y a pas mal de muscles dans cette région. Et effectivement, c'est des fractures qu'on immobilise. Je parle sous le contrôle de Guy, mais j'en ai fait pas mal aussi, qu'on immobilise assez peu de temps et très rapidement on installe une kinésithérapie, une rééducation, soit le patient tout seul s'il est compliant et qu'on peut lui expliquer à la fois les mouvements ou lui donner des appareils qui vont lui permettre de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, oui, vas-y. Pour compléter, moi, pour les fractures des condyles, si les patients sont douloureux, ils sont quand même mieux quand ils sont bloqués, c'est-à-dire serrés. Donc on peut les mettre sur fil d'acier ou sur élastique. Et une fois qu'on a passé cette période-là douloureuse, à ce moment-là, on commence la kiné pour les faire travailler. Mais les gens qui ont mal, on ne peut pas leur demander de faire la kiné tout de suite parce qu'ils vont pas la faire. Donc il faut une période quand même où ils sont stables. Madame Baird. Il y a un micro. Tu as un micro là. Vous n'avez pas du tout abordé les problèmes des violences conjugales, c'est d'actualité. Et en plus, je crois qu'il est évoqué pour les odontologistes, les chirurgiens dentistes, un devoir de signalement. Est-ce que vous pourriez aborder ce sujet, s'il vous plaît? Les cas que j'ai à traiter, moi j'habite en Bretagne, donc on est très civilisé, on fait très attention aux femmes. Donc moi je n'ai pas eu, non mais franchement dans mon activité, je n'ai pas eu de femmes battues qui sont venues avec des fractures me voir. Moi je n'ai eu que, bon, je dis 80%, c'est des problèmes de rix, de sortie de boîte, etc. Après on voit les accidents de sport qui sont quand même pas négligeables. Et c'est essentiellement le football qui crée pas mal de fractures. Après, il y a les accidents d'équitation aussi, du haut chute. Et puis après, les accidents ménagers ou les accidents, mais les accidents ménagers, ce ne sont pas des gens qui sont des femmes battues, ce sont des gens qui tombent à domicile, etc. Pour une raison qui n'est pas un problème conjugal. Et puis, on a les accidents de travail. Mais moi, personnellement, je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai jamais eu, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, je n'ai jamais eu de femmes qui sont venues me voir pour des fractures. Il n'y a pas que des femmes battues, oui, il y a aussi des hommes battus quelquefois. Sûrement. Et peut-être cela a-t-il une importance dans la mesure où vous évoquez des traumatismes, c'est vrai, avec en règle générale la participation ou l'intervention d'une assurance. Et n'est-ce pas le praticien de premier recours, c'est-à-dire le chirurgien dentiste, qui peut être amené à rédiger un certificat dont la qualité de la rédaction peut avoir une influence lourde sur la suite de la prise en charge du traumatisme. Est-ce que c'est un sujet que vous n'abordez pas ou est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que c'est le praticien qui le fait, lui? On a deux types de patients. Il y a les patients qui sont passés par les urgences de l'hôpital. Et donc, dans ce cas-là, c'est le médecin urgentiste qui fait le certificat initial. Et donc, on n'a pas forcément à faire, ou alors on le complète en termes d'ITT. Ou alors, ce sont des patients qui viennent directement, qui n'ont pas été vus par les urgences. Et à ce moment-là, ils vont venir, je vous dis, à G2, J8, vous voir. Et à ce moment-là, c'est au chirurgien dentiste qui le voit de faire le certificat.
Mais il est toujours difficile dans le certificat de donner des circonstances, puisque, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens vont vous raconter, des fois des gens se souviennent même plus quand ils ont pris le traumatisme, donc déjà c'est difficile les circonstances, et puis ils peuvent vous raconter n'importe quoi, donc moi je mets jamais les circonstances de survenue, je mets que le patient a un traumatisme voilà, de telle ampleur, avec nombre de fractures, que l'ITT de temps, et puis les séquelles possibles de temps. Voilà. C'est un des interrogatoires très difficiles parce que pourquoi croire le patient voilà. Non, mais je pense que vous faites bien d'évoquer ce problème. Je ne connais pas les statistiques en Bretagne. Peut-être que Guy Letou a eu beaucoup de chance. Mais on voit des situations à l'hôpital avec des situations cataclysmiques, double fracture de l'orbite, des coups de pied, des coups de poing. Et donc, effectivement, merci d'avoir sensibilisé la salle et nos collègues à ces situations. Oui. Bonjour. Au fond, oui, madame, pardon, excusez-moi, il y en a une. Oui, allez-y, c'est vous. Et après. Bonjour et merci pour cette présentation. Je demande pourquoi l'anesthésie locale elle est contre-indiquée pour les contentions, les blocages intermaxillaires, parce que des fois, on n'est pas dans les conditions pour faire endormir le malade. Pourquoi l'anesthésie J'ai pas bien locale compris la question. Est-ce qu'il faut une anesthésie locale ou générale? Pourquoi l'anesthésie locale elle est contre-indiquée pour les blocages intermaxillaires? Tu as dit que c'était contre-indiqué? Ah non, j'ai pas dit ça. Non, non, moi je l'ai souvent pratiqué sous anesthésie locale. Alors parfois le passage des fils entre les dents, et il faut que ça soit bien serré, ça peut être un peu pénible. Donc moi il m'arrivait, je faisais fréquemment des anesthésies locales, mais pour la partie muqueuse. Mais en tout cas, jamais sous anesthésie générale, sauf les plaques d'ostéosynthèse. Parce que des fois, on nous avait dit qu'il ne faut pas l'anesthésie locale. Ça crée beaucoup de saignements. Donc, tu as un complément sur ce sujet? Après, réduire une fracture sous anesthésie locale pure quand il y a un déplacement, c'est un petit peu difficile quand même. Donc ça s'adresse à des fractures unifocales sans déplacement où effectivement, si on n'a pas le plateau technique suffisant, on peut faire sous local. Mais enfin, moi franchement, j'ai le plateau technique, je préfère que les gens soient dans de bonnes conditions et que tout se passe bien. Voilà. merci. Merci.